Bien, au nom du comité d'organisation du 34e Salon international du livre de montagne de Passy, je vous souhaite la bienvenue pour vous emmener ce matin dans les Savoies avec une explication de l'histoire de cette région pour parler du patrimoine des Savoies et également du Dauphiné, qui est une région voisine, mais avec pas mal de distinctions. Pour justement nous faire mieux connaître ces différentes régions, pour nous imprégner de leur culture qui a été commune et qui a évolué en fonction de l'histoire, nous avons le plaisir d'accueillir Don Ivano Reboul, qui est un prêtre et conteur valdotin, qui est l'auteur notamment de 2 livres qui racontent son histoire, L'alphabet d'un prêtre sauvage, et puis un prêtre en chemin, dont il nous parlera tout à l'heure. Nous avons également le plaisir de recevoir Hervé Lavergne, qui réédite un livre sur l'histoire de la Haute-Savoie d'après les voyages de Francis Venn, il nous en parlera tout à l'heure. Bernard Ami, qui a été le premier président d'honneur de ce salon du livre il y a 34 ans et qui a écrit récemment Un alpiniste d'aventure. Et puis Jean-René Blanchard, qui représente la librairie des Alpes de Grenoble et qui nous informera sur les particularités du patrimoine dauphinois. Alors, on pourrait d'abord commencer par définir ce qu'est le patrimoine, ce qui est l'héritage que l'on a reçu en fonction de l'endroit où on a vécu et en fonction de la modification de ce territoire par l'histoire. Et initialement, la Savoie, la Haute-Savoie, le Piémont, la vallée d'Aoste faisaient partie d'un même territoire séparé par effectivement une chaîne infranchissable, mais pas tant que ça, qui était la chaîne du Mont Blanc. Donc je voudrais vraiment demander au père Reboul comment s'est constituée et s'est forgée cette histoire de la vallée d'Aoste. Oh mon Dieu, c'est une belle question. Je voudrais partir en contant une histoire, c'est-à-dire je l'ai prise par cœur, parce que je l'ai tellement aimée. Et il s'agit de l'abbé Gorée, Aimé Gorée, et qui, dans sa vie sacerdotale, a aussi exercé son ministère pendant 3 ans dans l'Oisans, Saint-Christophe à Noisans, pendant 3 ou 4 ans, puis il est rentré. On lui a confié une petite cure perdue dans la montagne. Disons, la mythologie nous dit qu'il a été confiné là-haut parce qu'il était un caractère, bien sûr, non? Et je me suis toujours demandé pourquoi, mais j'ai noté qu'il était compagnon d'études, il avait fréquenté le séminaire avec son évêque, Monseigneur Duc, historien et alpiniste lui aussi, non? Et évidemment, c'était 2 caractères qui ne se reliaient pas toujours bien. Alors, l'abbé Gorée compte son premier entretien avec le roi, Victor Emmanuel II. Mais cette rencontre s'est déroulée 3 mois après la déclaration, la proclamation du Royaume d'Italie, 17 mars 1861. Vous savez bien que le Royaume d'Italie a été, disons, dessiné, et puis il s'est réalisé petit à petit, merci aussi à Napoléon III, mais avec un peu de regret. J'ai lu des livres, des articles où les Valdotins regrettaient d'avoir perdu l'amitié avec la Savoie. Non? Et tout d'abord, on disait c'était notre sœur, et puis petit à petit, notre cousine. Hein? Au fur et à mesure que les générations passent, et voilà. Et alors, la guerre, c'est en 59, 60,
proclamation du royaume d'Italie, et vous connaissez le plébiscite pour la comté de Nice et pour la Savoie, et pour le rattachement à la France. Mais on oublie, là aussi, je fais quelquefois, j'ai parlé avec des anciens Savoyards, ils ont oublié que dans le temps, ils étaient sujets du royaume de Sardaigne, non? Et que le docteur Paca, le premier qui a piétiné le Mont Blanc sous ses pieds, il avait fait ses études à l'université de Turin. Et il était correspondant de l'Académie des sciences de Turin. Alors, il ne faut pas oublier. Bien. Et alors, 3 mois après la proclamation du royaume d'Italie, l'abbé Gorée, dans ses mémoires, il dit « Le 1er août 1861 », il est tellement bien écrit que je l'ai appris par cœur. Alors, vous devez vous fier de ma mémoire. Et le 1er août 1861, j'ai déjà souligné la date, un jeune abbé, il était prêtre depuis un mois, montait pour la première fois à Champorcher. Lorsqu'en détour du chemin, en détour de la route, il rencontre le roi qui descendait à Bar. Lorsqu'on est ainsi surpris et qu'au reste, on pense à toute autre chose qu'à rencontrer des rois, il n'est pas facile d'improviser un salut. Et le roi se découvrit et dit gracieusement « Bonjour, monsieur l'abbé ». Il lui fut sèchement répondu « Bonjour, monsieur », et tout fut dit. L'année suivante, le roi revient à Champorcher, et cette fois, l'abbé le salua le premier. Le roi lui tendit la main et lui dit « Il me semble, monsieur l'abbé, que vous êtes de meilleure humeur que l'année dernière. » Alors, imaginez une histoire du genre maintenant, hein, avec un star du film et du cinéma, un chanteur, une chanteuse, ou bien quelqu'un des Olympiades, les Jeux Olympiques, non? Si vous rencontrez, que sais-je, le héros du moment, qu'est-ce que vous ferez, hein? Ah, voilà, maintenant. Mais là, alors je termine en disant l'histoire de l'abbé Gorée, qui était quand même, qui connaissait la Savoie. Pour aller à Saint-Christophe en Orsan, il a passé le petit Saint-Bernard. Mais surtout, il dit que le petit Saint-Bernard, pour lui, était un arbre de paix. Et il fait les louanges de l'ancien recteur, Chanou, lui aussi botaniste, historien, alpiniste, qui pendant 35-40 ans a séjourné au Petit Saint-Bernard pour accueillir, bien sûr, les uns et les autres. Et alors, l'histoire, je dirais, de la vallée d'Aoste et de la Savoie est passée à travers le Petit Saint-Bernard. Et j'en aurai des histoires à dire. Eh bien, on en reparlera tout à l'heure, hein, parce que enfin, on est vraiment très subjugué par vos talents de conteur. En tout cas, les montagnes semblent infranchissables, mais dans l'histoire, c'était aussi des aires de rencontre. Et Bernard Ami, qui est un enfant de la Haute-Savoie et qui a passé son enfance dans les alpages, sait mieux que quiconque que c'était des étés où les jeunes de part et d'autre des montagnes se retrouvaient. Oui, c'est ça. Oui, merci de me demander d'évoquer de très très anciennes années que j'ai pu passer donc au cours de mon enfance
dans un village que peut-être et certains d'entre vous y connaissent, qui est le village d'Aïs, à côté de Bonneville. Donc c'est pas très loin d'ici. Voilà. Et là, il se trouve que j'ai pu donc, au cours de cette enfance et de fréquents séjours dans les alpages, prendre conscience d'un certain patrimoine qui est autre que le patrimoine et des chapelles et des églises et des chantiers et des grands monuments, qui est tout simplement ce que j'appellerais en fait le patrimoine de la civilisation de l'herbe, c'est-à-dire cette civilisation qui était basée sur l'herbe, les alpages, les vaches, le lait, le truc, et toutes les techniques fermières qui permettaient de vivre sur des pentes. Je pense que la présence de la pente était importante. Voilà. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait tout un peuple qui se retrouvait là et qui, comme le disait Yves Maurice, chaque été se retrouvait dans les alpages avec les gens venus des autres vallées. Et donc on montait voir les gens de l'autre versant. Et c'était ça qui était important. Et c'était là qu'on échangeait les nouvelles techniques, les nouvelles habitudes, les nouvelles des autres vallées. Et il y avait toute une histoire qui y construisait. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, si on va dans la vallée de l'Arve, dans la Haute-Savoie et tout ça, tout ce que j'appellerais ce patrimoine historique a été un peu recouvert par tout un autre patrimoine. Par exemple, dans la vallée de l'Arve, avec toute l'industrie qui s'est installée et qui fait qu'on parle un peu moins des alpages. Dans le monde de l'économie aujourd'hui, en fait, la vallée de l'Arve, c'est les industries de Cluse et de toute cette région. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que le souvenir de cette civilisation de l'herbe n'est pas complètement mort. Il y a encore des gens qui vont mettre leurs vaches dans les alpages du Maule au-dessus de Bonneville. Je sais que la ville de Megève essaye d'entretenir une ferme avec quelques vaches, mais qui sont devenues une sorte de ferme et musée, vous voyez. C'est-à-dire, on essaye de raconter ce qu'était la civilisation de l'herbe et de la montagne, et de la moyenne montagne, il y a, disons, 1 siècle ou 2 siècles. Voilà. Et je sais que j'ai des amis, et par exemple Idaïs, qui chaque été prennent quelques jours pour aller, ils ont des petits chalets ici dans les montagnes du coin là, et chaque été ils prennent plusieurs jours pour aller faucher l'herbe à la faux, à la main, sans tracteur, tout ça, pour faire comme faisaient nos pères. Et c'est ça qui est en fait pour moi la survie du patrimoine. Et j'espère que ces techniques de la civilisation de l'herbe ne vont pas ensuite complètement disparaître. Et donc, on peut espérer qu'il continuera d'y avoir des montées en alpage et des retours dans la vallée ensuite, après le séjour en alpage. De la civilisation de l'herbe à celle des innovations technologiques, à la civilisation du fer et de l'acier et du béton, il y a eu toute une histoire et toute une évolution, et une évolution dont Hervé Lavergne, dans le livre qu'il édite,
cette évolution, on voit bien qu'on est passé au siècle précédent à une période de transformation du paysage, avec la mise en œuvre d'ouvrages d'art, avec le chemin de fer, avec le thermalisme. Donc c'est toute une évolution que vous mettez en valeur dans ce très bel ouvrage. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je vais rééditer en octobre un livre majeur sur la Haute-Savoie, qui a une histoire assez particulière. Et donc, je reprends le fil de l'histoire où l'a laissé Don Ivano Roulas. 1860, fin traité de Turin, et rattachement de la Savoie, enfin des Savoies, Savoie, Haute-Savoie, et du comté de Nice à la France. Napoléon III était ainsi récompensé de sa politique italienne. Un nouveau préfet s'installe à Annecy, je vais surtout vous parler de la Haute-Savoie, qui s'appelait Joseph Ferrand, qui était un homme très cultivé, très en avance sur son temps, qui hérite en quelque sorte de ce département, dont il a la charge de faire réaliser l'harmonie économique, fiscale avec la France, mais il se dit l'essentiel, c'est pas ça, l'essentiel c'est la culture qui rapproche les hommes, et il commande à deux artistes célèbres à l'époque, un écrivain érudit, historien, voyageur, qui s'appelait Francis Way, qui est un peu oublié aujourd'hui, à mon avis assez injustement, et un lithographe, aquarelliste anglais qui travaillait en Suisse, qui s'appelait Henry John Terry, qui est célèbre parce qu'il a gravé l'œuvre de Calame, peintre de Montagne Calame, c'est comme ça qu'il est un peu resté. Et donc il charge ces deux hommes d'aller sur tous les chemins de Haute-Savoie pour raconter ce qu'ils voient, mais aussi recueillir l'histoire, les traditions populaires, et dans une volonté très moderne d'embrasser la totalité physique, humaine du département pour la livrer aux Français qui avaient un certain nombre de préjugés sur le département. Donc paraît en 1864 un petit livre où il y a uniquement le texte, enfin c'est quand même 500 pages serrées, et puis l'année d'après un énorme livre, alors là je vous en montre simplement la miniature sur mon stand, vous le verrez dans sa majesté, qui est ce qu'on appelle un grand in-folio, donc 37 cm sur 55. Le grand in-folio, c'est aussi, puisqu'on parle de patrimoine, c'est un peu ça appartient au patrimoine de l'édition française, c'était le plus grand format qu'on pouvait tirer sur une presse à l'époque. Et donc ce livre, illustré par 50 gravures de John Terry, paraît, il est distribué en France par Hachette, et on y trouve effectivement toute la Haute-Savoie. Ils ont à peu près rien oublié, le texte fait à peu près 250 000 mots, c'est un texte très informé, très documenté, avec pas mal d'humour aussi, où on apprend à peu près tout sur l'histoire de la Haute-Savoie, depuis les premières occupations lacustres à Annecy, en passant par les guerres de religion, et aussi l'histoire littéraire, avec l'Académie Florimontane à Annecy, qui est l'ancêtre de notre Académie française. Enfin, c'est extraordinairement intéressant, il y a Rousseau, il y a Voltaire, on voit tous ces gens-là défiler devant nous. Et la période est très intéressante, parce que 1860, au moment où le texte et les 50 gravures de Terry figent la Haute-Savoie, c'est un moment charnière, puisque c'est la fin du royaume, de la période du royaume de Piémont-Sardaigne, et c'est le début de l'histoire française de la Haute-Savoie. Et cette charnière n'est pas uniquement une date abstraite, 1860, ça correspond en Haute-Savoie, comme on disait tout à l'heure, à un moment où beaucoup de choses démarrent, et qui sont racontées dans le livre. Le tourisme à Chamonix, dominé par les Anglais et l'hôtel d'Angleterre, les premières ascensions sur le mont Laurier. Il y a le récit d'une ascension sur le mont Buet, par temps d'orage, qui est assez horrifiante. Enfin, il pense qu'il va faire beau, il voit un petit nuage en forme de poisson dans le ciel, donc ils se disent, formidable, Météo France n'existait pas. Et il tombe sur un orage épouvantable, donc il les oblige à se réfugier à un refuge qui existe toujours, qui est le refuge de la Pierre à Bérard.
Et c'est très intéressant dans une optique patrimoniale de voir dans ce livre que finalement énormément de choses qu'il raconte existent encore aujourd'hui, ce refuge notamment, mais aussi plein d'autres choses. Il y a une volonté aussi de Francis May, qui est un érudit, de faire connaître des trésors de la Haute-Savoie. Moi je vis en Haute-Savoie depuis 50 ans, je ne connaissais pas, vous connaissez sûrement le bénitier de l'église de Cluses. Il y consacre une page. Pour lui, c'est un des trésors absolus de l'art au Savoyard. Il date du XVe siècle, il est en calcaire. Vous le trouvez à l'entrée de l'église Saint-Nicolas à Cluses. Donc on découvre énormément de choses. Et ce qui est intéressant, donc, cette volonté d'embrasser tout, c'est que par une seule fois, le mot patrimoine n'est écrit. Il y a 250 000 mots. J'ai vérifié cette nuit, on ne rencontre pas une seule fois le mot patrimoine, ce qui nous invite à réfléchir à cette notion qui est finalement assez récente. C'est-à-dire que quand Francis May et Terry, l'un écrivant, l'autre peignant, se promènent, ils voient des ruines, ils voient des abbayes, ils les décrivent, ils racontent un peu leur histoire, mais ce n'est pas dans une notion de patrimoine, de sauvegarde, de conservation. Il y a parfois quelques remarques intéressantes, parce que Francis May connaissait très bien l'architecture et l'art de son temps, où il dit la réfection de telle abbaye ou de tel monument a été faite de façon déplorable. Mais il n'y a pas cette volonté d'aujourd'hui, à travers le mot patrimoine, de conservation. Voilà. Donc, c'est un livre qui fait la charnière donc, entre la période ancienne et la période moderne, très vivant, et qui est dans une approche très moderne pour son temps. Voilà. J'ai trop parlé, je me tais. Non, pas du tout. C'est très, très intéressant parce que vous montrez bien que 1860 a été une césure qui a ancré la Haute-Savoie dans la modernité. Et alors qu'auparavant, eh bien, les Savoies et le Piémont-Sardaigne formaient une seule et même entité, à la fois géographique et historique, est-ce qu'à partir de 1860, il y a eu une évolution distincte des cultures de ces deux entités géographiques? Oui. Pour moi, il y a eu une distinction. On a des racines en commun, bien sûr, mais ce qui a déterminé la fracture, c'est que la culture waldotaine, petit à petit, est passée à une expression italienne. Et alors, si bien sûr, on se comprend, on partage la même culture, mais l'expression, maintenant chez nous en Vallée d'Aoste, malgré tous les efforts de maintenir le français, il faut reconnaître qu'on est passé carrément à l'italien. Et d'autre part, je me souviens très bien que j'ai appris l'italien en même temps que le français à l'âge scolaire. À la maison, on ne parlait que le patois. Mais il m'est arrivé de passer quelques heures, disons, de me promener dans les montagnes de Savoie, en Haute-Tarentaise, et j'ai eu des difficultés pour m'exprimer en français et en patois. C'est-à-dire, j'ai dû parler en français avec les tarins, on dit comme ça, parce qu'ils avaient oublié le patois, et voilà. Chez nous, à Vallée d'Aoste, le patois s'est conservé. On l'a conservé, mais avec beaucoup de difficultés. Mais tout, c'est ça, c'est une culture qui change, parce que, je fais un exemple, les mots, les premiers outils, les premières machines, non, qui ont aménagé l'agriculture, ont conservé le mot français. On parle de l'emballeuse pour le foin, on parle de la ratelleuse. Nous, on avait un petit atelier, mais nous, les enfants, on ne parle pas du laboratorio, comme on dit maintenant, mais on disait la raboteuse, non? Et je pourrais continuer. Ma grand-mère ne parle pas de la conegrina ou de la mucchina, mais elle parlait de l'eau de Javel. Non?
Et alors, si la langue est différente, bien sûr, la culture, petit à petit, va changer. Et c'est pourquoi en Vallée d'Aoste, vous faites beaucoup d'efforts les uns et les autres pour maintenir et entretenir la langue française, et mieux encore le franco-provençal, qui est un élément fédérateur des populations de cette vallée. Oui. Il m'est arrivé il y a quelques années, lors d'un enterrement, j'ai demandé au curé, ce n'était pas ma paroisse, alors on n'a pas de décision dans les paroisses des autres, non? Alors j'ai demandé au curé s'il me laissait débiter le sermon pour un vieil homme, 96 ans, voilà, il faut dire 96 ou bien 96. C'est une question que je me pose parce que chaque fois quand je dois citer des chiffres. Bon, alors je lui ai dit, ce monsieur, j'aimerais l'accompagner avec mon sermon, et parce qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a, bien sûr, un décalage d'âge, mais il m'a beaucoup, je l'ai aimé parce qu'il était mon maître berger. Non? Et alors, le grand berger était une autorité, comme le maire ou le syndic ou le curé. Hein? Il n'avait que 43 ans quand on a passé plusieurs années à Alpage. Moi, j'en avais 15-16 et je lui donnais du vous parce que c'était le grand berger. Hein? Et comme on donnait du vous au curé, au maire, à l'instituteur, non, c'était vous. Bon. Et alors, puis en sortant de la sacristie, j'ai dit au jeune curé, ne t'étonne pas, mais je vais dire mon sermon en patois. Non? Il m'a regardé, m'a dit, mais on ne peut pas, il faut parler la langue du peuple. Je lui dis, voilà, c'est ça. Et ne t'inquiète pas, tout le monde qui participera à la messe comprendra très bien mon patois. Et puis là, j'ai été méchant, hein, parce que le curé est un Italien. Je lui dis, si tu veux, à la fin de la messe, je te donnerai la traduction. Ça, j'ai été méchant. J'espère que le bon Dieu ne me châtie pas pour cette méchanceté. Mais voilà, alors, même on se retrouve, bien sûr, on se retrouvait avec les curés savoyards. De temps à autre, moi, en étant curé du côté de la Suisse, du Valais, on se rencontrait au Saint-Bernard, ou bien dans la vallée d'Entremont, ou bien c'était eux qui venaient chez nous. Mais bien sûr, même si on parlait la même langue, nous, les prêtres, on avait fait à peu près les mêmes études, mais il y a quand même une différence. La culture est différente. Et puis, il faut dire que depuis une dizaine d'années, la Vallée d'Aoste n'a plus la chaîne d'Antenne 2 et même la télé romande. Oh non, on ne sait pas pourquoi. Mais je termine toujours. J'avais acheté au Petit Saint-Bernard. Et vous devez savoir que moi j'avais suivi, bien sûr, j'étais jeune prêtre, disons toute l'histoire pour démarrer les travaux d'aménagement, de réfection de l'hospice du Petit Saint-Bernard. Il y a quelques années, j'ai passé là quelques heures, et il y avait un livre, j'ai acheté un livre, Claude Châtelain, Carnet d'un curé de montagne. Je l'ai aimé, je l'ai même cité plusieurs fois dans mon bouquin. Il y a une chose que j'ai bien aimée parce qu'il était vicaire à Chamonix, et alors il a demandé de pouvoir célébrer la messe de minuit dans le stade, le palais d'hiver, parce que l'église était trop petite. Alors il a posé la question, c'est passé à son vicaire général qui de la chancellerie d'Annecy, et on lui a répondu, et moi je le suis, la meilleure façon d'avoir une autorisation, c'est de ne pas la demander. Voilà une belle formule pour que les paroisses ne connaissent pas de frontières.
On a beaucoup parlé de la Savoie et du Piémont-Sardaigne parce que c'était le sujet de notre table ronde, mais tout à côté, dans les départements voisins, il y a le Dauphiné, avec une histoire différente, avec un patrimoine probablement différent. Et Jean-René Blanchard va nous dire quelles sont les spécificités du Dauphiné, avec une histoire très particulière et une évolution aussi qui a été très spécifique, tant sur le plan de la préservation du patrimoine que sur le plan de la préservation des écrits de cette région. Oui, alors je suis né en Savoie, à Chambéry, d'une famille savoyarde par ma mère, et puis la famille de mon père est originaire de Briançon. Donc je suis à l'image du Val d'Aoste, un voisin et ami. Donc je suis à la fois très attaché au patrimoine savoyard, puisque ma famille était originaire d'Albins et de Rumilly, et puis donc au patrimoine de Loisan. Et pour avoir fait mes carrières médicales à Grenoble, j'ai un attrait pour ces deux patrimoines. Il se trouve que le Dauphiné a subi ou vécu le rattachement presque 5 siècles avant que la Savoie ne soit rattachée à la France. En 1349, donc le transport du Dauphiné à la France a permis à ce Dauphiné qui était isolé de se rapprocher du royaume de France. Le Dauphiné était une région à l'image de la Savoie de l'époque, extrêmement pauvre, puisque voilà, il n'y avait pas d'industrie extrêmement dynamique, ni d'agriculture extrêmement rentable. Il faut savoir que le Dauphiné, c'est 3 départements. C'est le département de l'Isère, dont la capitale est Grenoble, des Hautes-Alpes, qui est un département alpin par excellence, le Briançon, et puis de la Drôme, qui est un département beaucoup plus agricole. Le patrimoine dauphinois est indissociable de la vie de la montagne, puisque en Dauphiné, en 1492, Antoine de Ville a fait la première ascension du mont Aiguille, donc le mont inaccessible, qui est décrit par 2 écrits essentiels et rares. Je suis bibliophile et je suis très attaché au patrimoine bibliophilique. Dans un livre qui est de Ménétrier, qui raconte un certain nombre de cette ascension, et un autre de Salvin de Boissieu, qui parle des 7 merveilles du Dauphiné. Donc, à l'image du patrimoine savoyard, dont Hervé parlait à l'instant, il y a aussi des écrits qui sont essentiels, comme Francis Vey, dans les années 1860, écrivait sur la Haute-Savoie un ouvrage essentiel. Il y a un célèbre baron qui s'appelait le baron Taylor, qui, à la même époque, une dizaine d'années auparavant, a écrit un ouvrage magnifique qui est encore plus rare parce que concernait probablement une zone géographique moins recherchée, qui a fait un ouvrage qui s'appelait, le titre exact que j'ai noté ici, c'est « Voyage dans l'ancienne France », dans la province du Dauphiné, et qui reprend, à l'image de ce livre sur la Haute-Savoie de Francis Vey, des paysages absolument fantastiques. Il y a un autre auteur qui s'appelle Lord Monson, qui est un Anglais, qui s'est associé avec un dessinateur qui s'appelait Hague, qui en 1858 a écrit et dessiné un livre merveilleux qui s'appelle Travel in the Department of Isère and Hautes-Alpes, qui reprend des vues de la Meije qui sont absolument oniriques et absolument fantastiques, à l'image des trésors bibliophiliques de la vallée de Chamonix. Je reviendrai d'ailleurs sur ces trésors bibliophiliques. Je suis très attaché à ça pour être impliqué dans la vie de la librairie des Alpes, qui fait suite à l'activité de plusieurs dizaines d'années de Raymond Joffre, qui était mon ami et mentor, qui est décédé il y a 2 ans et demi, dont les fils ont repris la librairie il y a 2 ans et dont je me suis rapproché. Et ces trésors bibliophiliques, ils sont à mettre en parallèle avec les trésors bibliophiliques de la vallée de Chamonix. Vous savez que la vallée de Chamonix a donné lieu à l'édition de livres absolument merveilleux. On parlait tout à l'heure de Suite Vey, mais il y en a encore d'autres qui sont encore bien plus rares, comme les livres de Laurie, les livres de Biermann, les livres de Raoul Rochette.
qui sont des livres exceptionnels dont on connaît quelques dizaines d'exemplaires dans le monde, qui sont là aussi de grands in-folios. Grand in-folio, c'est quand même la quintessence de la bibliophilie. C'est un livre illustré qui rentre à peine dans un bureau d'école, quoi. C'est quelque chose qui est grand comme ça. Et donc, dans la province du Dauphiné, c'est plus rare de trouver de grands in-folios. Et c'est la recherche ultime du bibliophile de montagne, de rechercher ces grands in-folios qui contiennent parfois jusqu'à plusieurs centaines de lithographies, parfois colorisées, c'est rare. Le Francis Vey, dont Hervé parlait, a été colorisé, ce qui est très très rare. Souvent ils sont en noir et blanc, ou en sépia, ou en demi-teinte, voilà, et donc je suis extrêmement attaché à ce genre de choses. Et la conservation de ce patrimoine, qu'il soit dauphinois ou savoyard, passe par la recherche et la protection de ce patrimoine bibliophilique. Il est très difficile, il y a un certain nombre de musées qui ont la chance d'avoir certains de ces exemplaires, mais ils sont rares. La bibliothèque de Grenoble a une belle collection. Le fonds Payot, donc des archives départementales de la Haute-Savoie, constitue aussi un fonds extrêmement important. Et ce fonds livresque, il est très important. Et je pense également que le collectionneur est le premier maillon à la fois de la culture, de la connaissance, et puis permet aussi parfois de trouver des choses exceptionnelles. Moi, il m'est arrivé de céder souvent gratuitement à des musées des choses qui sont justement exceptionnelles, souvent uniques. Et je pense que pour que nos enfants puissent continuer à profiter de ce patrimoine livresque, de ce patrimoine culturel, il convient de sauvegarder ce genre de choses. Voilà, alors j'étais un petit peu hors sujet, puisque je ne parle pas du patrimoine savoyard dans son entité, mais le patrimoine et lui-même fait partie d'une entité. Voilà. Merci Jean-René, c'était intéressant de voir la distinction entre le patrimoine du Dauphiné et celui de la Savoie, qui sont en France deux régions proches, mais avec des histoires qui sont contrastées et qui ne sont pas les mêmes, avec un patrimoine bibliophilique qui n'est pas non plus le même, mais avec un certain nombre de points de convergence. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution du sentiment religieux d'un côté et de l'autre de la montagne au fil des siècles. Et après, justement, la scission de 1860. Il semble que dans la vallée d'Aoste, le sentiment religieux reste important, et si l'on en juge par les ouvrages de Don Ivano, son sacerdoce est placé sous le signe de l'ouverture et de la rencontre avec les autres et de l'empathie vis-à-vis de ces populations. Il y avait un ancien professeur du séminaire qui me confessait: j'ai toujours résisté à la tentation d'écrire un livre. Vous comprenez? Et moi, j'étais fier d'avoir aussi résisté à la tentation. Mais finalement, j'ai commencé à écrire lors de mon... Bien sûr, dans cette envie de voir, de connaître, de partager. Mais quand j'ai fait mon premier voyage en Afrique, j'ai fait même ça, pas seulement les Alpes, et en rentrant, quelqu'un m'a conseillé de publier le journal que j'avais écrit au jour le jour. Non? Et alors, j'avais fait ce premier livre, moitié en italien, moitié en français, Voyage en Guinée. Et quelqu'un m'a dit: moi je préfère Voyage en euros. Parce que la Guinée, c'était l'ancienne devise du Moyen-Âge, du nord du 15e, 16e siècle. C'était la monnaie de l'époque, non? Et voilà. Et puis finalement, je me suis décidé d'écrire parce que la mémoire écrite reste. On vient de parler de patrimoine, de collection. Alors, toutes les histoires que j'écris dans mes livres
c'est des histoires que j'ai vécues, ou mieux encore, que j'ai entendues. C'est-à-dire, c'est un patrimoine, là aussi, de quelque chose qui passe d'une génération à l'autre. Et les mêmes choses, je les ai trouvées en Savoie, en Valais et en Valais d'Aoste. Bien sûr, il y a une racine en commun, c'est la culture, mais c'est aussi ce paysage, ces montagnes qui nous relient, qui ne nous séparent jamais. D'autre part, l'abbé Gorey, que je viens de citer, avait bien participé à une rencontre du club alpin en disant les montagnes qui nous séparent sont au contraire celles qui nous unissent. C'est très fameux. On a imprimé sur sa tombe dans le cimetière de Saint-Pierre. Mais on a un patrimoine en commun, mais moi je dirais, c'est à travers l'histoire religieuse et à travers la dévotion. Et alors on peut citer 2, 3 saints qui sont à nous, hein, au-delà, disons, de la foi et de la religion. Mais bien, un patrimoine là aussi culturel, religieux. Et c'est Saint Bernard qui a donné son nom au col, mais aussi Saint Gras, qui est très très répandu. Et je me suis étonné de voir une chapelle dédiée à Saint Gras, presque en face de la mer, pas loin de Nice, c'est-à-dire dans le diocèse de Ventimiglia, et là, presque en face de la mer, Saint Bernard, qui est allé se promener là-bas. Mais attention, il y a là aussi l'autre saint et Saint Gras, non, c'est le premier évêque valaitain. Mais je me souviens très bien quand on était enfant, quelqu'un nous avait dit que Saint Bernard de Menton était originaire de la Côte d'Azur, c'est-à-dire de Menton, près de Nice. Et moi, j'avais cru à cette histoire. On nous avait dit, mais quand vous voyez, il était un saint marin, et il a apporté la culture des marins en Valais d'Aoste et dans les Alpes. Et voilà, c'est l'ignorance qui nous fait dire un tas de bêtises. Et on peut dire que Menton-Saint-Bernard est une petite riviera des Alpes. Donc, effectivement, en tout cas, la transmission de la montagne, la transmission de la mémoire, pardon, est vraiment importante pour justement rassurer les générations futures. Et cette transmission de la montagne, de la mémoire pour mieux comprendre le passé sans tomber dans le millénarisme, c'est le thème du prochain ouvrage de Bernard Ami avec ses entretiens avec Roger Canac. Ça marche. Oui, donc j'ai eu l'occasion de beaucoup reparler de ce problème de la transmission de certaines cultures, de certaines habitudes, etc., avec un écrivain dont vous avez guide, écrivain et personnage très important dans l'Oisans, qui était Roger Canac. Alors, il se trouve que Roger Canac, lui, avait passé donc toute son enfance dans une ferme du Rouergue, donc qui est plutôt du côté du Massif central. Et moi, je lui ai raconté mon enfance à Ise, et on a pu donc y comparer ça. Et c'est là qu'on s'est aperçu que, en fait, qu'on soit dans le Massif central ou ici, dans les zones de moyenne montagne, on retrouve toujours les mêmes habitudes, les mêmes trucs. On parlait tout à l'heure de l'importance d'un patrimoine dont on ne parle pas beaucoup, qui est celui de la langue, et en particulier des patois. Puisque apparemment, il y a eu des études qui ont été faites sur les patois, etc. Bon. Il faut savoir qu'ici, en Haute-Savoie, il y a donc des patois dans le Dauphiné. Il y en a beaucoup, là. Hein,
Et il y a même des études qui ont été faites. En particulier, il y a une thèse qui a été faite à Grenoble sur les patois dans le Grisivaudan, donc sur cette vallée qui est entre Chambéry et Grenoble. Et en fait, le chercheur qui était un linguiste s'est aperçu qu'il y avait une grosse différence entre les patois rive gauche de l'Isère et rive droite de l'Isère, et que les patois de la rive gauche et de l'Isère étaient très proches des patois de la vallée d'Olle, qui est de l'autre côté du col du massif de Belton. Ce qui ramène à cette idée que les rencontres, elles ne se faisaient pas d'une rive à l'autre de l'Isère, elles se faisaient dans les alpages. À l'époque, il n'y avait qu'un pont à Chambéry, puis ensuite à Pontcharrat, et ensuite rien jusqu'à Grenoble. Donc, les gens, les contacts étaient bien moins fréquents d'une rive à l'autre de l'Isère qu'entre les deux versants de la montagne. Voilà. Et je pense qu'on retrouve ça ici partout. Et je pense que tous ces patois, ils sont en train, en fait, même je pense qu'ils ont commencé à y disparaître. On les retrouve dans des traces qui existent encore dans les habitudes et linguistiques. Quand une dame d'une ferme idaïse à qui je présente un nouvel ami me dit « Mais qui c'est-il pour un celui-là » Qui c'est-il pour un celui-là c'est pas du français. C'est en fait une trace d'un ancien patois qui est en fait lui-même inspiré par des langues germaniques. Et je ne sais pas du tout si on va garder en fait des traces aussi bien en Haute-Savoie qu'en Savoie d'ailleurs. Les patois sont en train y disparaître, comme en Provence et le provençal. On trouve encore, et dans les villages de la Provence, des vieux qui parlent le provençal. Aujourd'hui, je pense que ça, il faut aller en Cerdagne, dans les Pyrénées-Orientales, pour trouver des jeunes qui parlent le catalan de la Cerdagne. Voilà. Mais là, c'est parce qu'il y a un retour vers les vieilles habitudes linguistiques, et je ne sais pas s'il existe ici en Haute-Savoie. Dans le Dauphiné aussi, des langues spécifiques, des langues régionales? Alors, moi je me rappelle que mes grands-mères parlaient patois, l'une à Briançon, un patois qui n'était pas compréhensible de celle de ma grand-mère de Rumilly ou d'Albaz. Plus encore que le patois et les langues vernaculaires, il y avait aussi d'autres types d'échanges. Il y avait des échanges de... la pauvreté du monde montagnard imposait une émigration saisonnière. Alors on va parler de l'émigration des petits ramoneurs savoyards, qui est plus anecdotique qu'autre chose, mais plus encore que celle-là, avec leur marmotte qui traînait avec une chaîne. En Oisan, il y a eu quelque chose de très important, c'est le colportage. Et ce colportage a fait partir les gens parfois très loin, les hommes partaient volontiers, parce que la Savoie n'était pas toujours très riche, mais la Savoie avait des terres qui étaient plus riches, avec des animaux qui rapportaient plus que ceux que les pauvres terrains de l'Oisan. Moi, chez ma grand-mère, il n'y avait pas de vaches, c'est mon arrière-grand-mère, pardon, qui était née en 1878. Donc, il n'y avait pas de vaches, il y avait des lapins, il y avait des moutons, et il n'y avait même pas de poules. C'était à Saint-Chaffray, à côté de Briançon, à 1300 mètres d'altitude. Et donc, il se trouve que ma grand-mère a été veuve pendant 54 ans, parce que son mari est mort donc en 1919, au retour après avoir été casée à Ypres en 1917, et elle est morte en 1978. Vous voyez à peu près,
elle a vécu mariée une quinzaine d'années et elle a vécu veuve 55 ans. Quoi. Donc le point de vue personnel et concernant ponctuel n'est pas intéressant en soi, puisque elle ne représente pas une généralité. Mais la pauvreté de ces régions montagnardes faisait que l'émigration saisonnière ou l'émigration tout court, puisque par exemple les Barcelonettes sont partis au Mexique, et puis ils sont restés. Et puis les rares qui ont fait fortune ont fait croire que le Mexique c'était le paradis sur terre, alors qu'il y en a 20 fois plus qui ont presque crevé de faim là-bas que ceux qui ont fait fortune. Et puis en Savoie, il y a eu aussi de l'immigration. Les gens venaient en Valais pour faire les vendanges. Et puis il y avait des Valaisans qui venaient aussi pour aller dans les alpages du Faucigny. Et donc cette émigration, c'est quelque chose pour survivre. Et elle fait appel à la transmission des parlers, des parlers patoisants et autres. Et donc on parlait aussi tout à l'heure de la religiosité. La religiosité, elle était très importante dans les régions de montagne, puisque le curé était quelqu'un d'extrêmement important, alors que dans les régions citadines, la religiosité a diminué. Et puis, il y a eu un élément très important, c'est la garde 14-18. Parce que la garde 14-18 a tué tellement de gens qu'elle a éloigné un grand nombre de gens de la religion, qui ont estimé que comment le bon Dieu avait pu autoriser un tel massacre de millions de jeunes individus qui ont dépeuplé les campagnes, parce que c'est en 14-18, les gens qui sont morts, c'est avant tout les campagnards, les agriculteurs, et les montagnards qui font partie de cette agriculture de subsistance. Et au retour, les paroisses ont été désaffectées. Et moi, j'ai connu, je suis né en 57, mes grands-mères allaient toutes à la messe, mais mes grands-pères, ceux qui étaient survivants, n'allaient plus à la messe. Et ce sont les femmes qui ont volontiers été la population qui était concernée par la religion après la guerre de 14. Et même encore maintenant, on a plus de femmes, même si la désaffection des églises catholiques est une réalité. Et quand on voit un curé valdotin aussi charismatique, on se demande pourquoi. Mais bon, voilà. Et puis je pense qu'on peut avoir différentes visions, une vision personnelle, hein, différentes visions de la religion, mais en tous les cas, la philosophie transmise par la religion, même si le dogme n'est pas fondamental en soi, me paraît essentiel. Voilà. Merci. L'impact de la Grande Guerre sur l'évolution du sentiment religieux en Vallée d'Aoste a été aussi important que dans le Dauphiné, comme vient de le souligner Jean-René Blanchard. Jean-René Blanchard vient de nous dire que, à la suite de la guerre de 14, les hommes qui avaient été frappés dans la tourmente de la guerre s'étaient éloignés de la religion. Et il semble que cette tendance ait perduré au cours du siècle. Et je voulais savoir si en Vallée d'Aoste, l'impact de la Grande Guerre sur les hommes qui en étaient revenus avait eu une évolution négative sur leurs sentiments religieux. Est-ce qu'ils s'étaient éloignés de la religion? Je voudrais ajouter à propos du Dauphiné qu'il ne faut pas oublier toutes les guerres de religion du 15e, 16e siècle contre les Vaudois. Et alors, une chose qu'en Vallée d'Aoste ne s'est pas produite, même si on avait peur des soi-disant protestants. J'ai étudié l'histoire de la glorieuse rentrée de Lausanne jusqu'à la vallée de Bellice, mais en Vallée d'Aoste, on craignait l'invasion des protestants qui voulaient rentrer dans leur vallée. Mais à propos, au contraire, de la guerre que pour nous en Italie, c'est du 15 au 18, on a moins, je pense que non.
Et c'est plutôt après que le peuple s'est un peu éloigné. C'est lors de l'industrialisation, c'est lors disons, les Valdôtains ont émigré en Suisse, surtout à Paris, et ceux qui ont émigré en France, je viens de dire Paris, Lyon, quand ils rentraient en Vallée d'Aoste, ils suscitaient l'alerte des curés parce que c'était ces émigrés qui ne fréquentaient plus l'église et portaient les mauvais exemples de la ville, car à tous ceux qui vont travailler en ville, alors le curé insiste afin que les filles ne perdent pas le contact avec leur village, avec leur famille, parce que s'ils vont faire leur service dans une ville, ils perdent le contact avec la religion et la foi de nos pères. Non, je vois, au contraire, tout de suite après la Grande Guerre, pour le 15-18, il y a eu quand même, je ne dirais pas un retour, mais le secours dans la religion, hein, tout de suite. Disons, quand on a bâti les monuments et les tombeaux et tout, c'était toujours une entreprise de toute la population qui participait aux retrouvailles, aux processions. On a érigé, je viens de lire, l'érection de la Vierge de la Paix au sommet du mont Zerbion, sur la ville de Saint-Vincent. Et cela a été vraiment toute la population, et surtout les femmes et les grands-mères et les filles qui ont travaillé pour l'érection de cette Vierge de la Paix en souvenir de tous les morts par la guerre. Merci. Il semble que dans l'ouvrage de Francis Vey, l'aspect sociologique soit moins traité que le paysage. En revanche, il parle de l'escalade et de l'alpinisme comme élément important du patrimoine. Oui, effectivement, Francis Vey, il inscrit, quand il parle de la Haute-Savoie en 1860, il l'inscrit clairement dans une perspective française, et il parle assez peu des patois, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il est insensible aux gens, c'est un livre très vivant, avec des dialogues avec les habitants, à qui il promet monts et merveilles du rattachement à la France, notamment moins d'impôts et puis des impôts mieux utilisés. S'agissant du langage, non, des patois, il n'en parle pas. Lui, son affaire, en tant que historien et spécialiste de la langue, parce que c'est un philologue très, très réputé, c'est la langue française. Donc, par exemple, il va à Ripaille et il dit, voilà, certaines mauvaises langues prétendent que l'expression « faire Ripaille » remonte au XIVe siècle, quand un comte de Savoie qui a été élu pape sous le nom de Félix V, je crois, et qui avait, comme tous les papes, de nombreux ennemis, on accusait dans son château de Ripaille de mener des orgies lucifériennes, d'où l'expression. Francis Vey, qui était quelqu'un d'honnête, a étudié la question, et il a dit pas du tout, ce Félix V, dans sa jeunesse, à Ripaille, était quelqu'un de très pieux, il n'y a pas trace d'orgie, et de toute façon l'expression « faire Ripaille » n'apparaît pas avant le XVIIe ou XVIIIe siècle, elle est même absente de rappel. Donc, c'est l'aspect patrimonial de ce livre, c'est aussi d'expliquer l'évolution de certains mots, certaines étymologies, etc., etc. Pour en venir effectivement au paysage, puisqu'il y a 50 gravures magnifiques colorisées à l'époque, enfin du moins dans mon exemplaire, qui est un exemplaire d'hommage qui a été offert à un grand personnage, je ne saurais vous dire lequel, et j'ai quelques idées. Ce qui est intéressant, c'est que l'image colorisée, c'est quasiment de la photographie. Donc vous pouvez voir, à travers ces 50 vues de la Haute-Savoie faites au même moment, par le même artiste, qui est quand même un ensemble qui n'a pas d'équivalent, je pense, pour d'autres départements. On voit ce qui change. Ce qui change, c'est sur la couverture les glaciers du Mont Blanc.
évidemment. Il y a aussi une vue à la fois très belle et terrifiante de la mer de glace à l'époque. Ce qui change, c'est donc le paysage qui ne change pas, paradoxalement, c'est les ruines, parce que c'est une époque où on commence à les entretenir, à faire des restaurations, etc. etc. Et puis, c'est certaines traditions. Si vous regardez la gravure qui représente Samoins avec le gros tilleul, vous voyez, autour du gros tilleul, il y a des gens qui bavardent, comme aujourd'hui. Donc, il y a une permanence de certaines traditions. Et donc Francis Vey, il inscrit l'avenir de la Haute-Savoie dans le futur, effectivement, parle beaucoup du développement à venir, on n'appelait pas ça les ports d'hiver, mais c'était des marches sur les glaciers assez vertigineuses, équipées d'un crochet. Vous saurez tout en lisant le livre de la technique de l'Alpenstock. Et puis, tout ce qui s'est développé depuis, donc les bains, les eaux d'Évian, les bains de Saint-Gervais qui existaient avant, mais qui connaissent à cette époque un développement fort, le chemin de fer, les ouvrages d'art, les viaducs, etc. Pour lui, tout commence en 1860. Et il pratiquait l'alpinisme. Alors il prétend, on ne sait pas sûr qu'il ait vraiment vécu ce qu'il raconte sur les glaciers. Il prétend qu'il a alors, les descriptions sont assez ahurissantes, assez saisissantes, c'est un bon écrivain, et voilà, il raconte ses expéditions sur les glaciers du Mont Blanc, accompagné d'un petit-fils ou arrière-petit-fils de Jacques Balmat, qui était le premier conquérant du Mont Blanc, et donc qui a eu toute une dynastie de Balmat, qui ensuite, et donc Francis Vey a pratiqué l'alpinisme avec lui. Ce qui montre bien que l'alpinisme et l'escalade font partie intégrante du patrimoine. Et l'heure tourne, est-ce que vous auriez des questions à poser? Pendant que Fabrice Gabriel, qui est directeur général de FACIM, va venir nous rejoindre pour nous présenter cette remarquable fondation, et le temps qu'il vienne s'installer, je voudrais signaler que ce que nous avons appris là, au cours de ces 2 jours, c'est que la montagne était un espace de rencontre, un espace de solidarité, un espace où le langage était partagé entre les gens de la montagne. Et pourtant, dans la littérature valdôtaine, nous avons Paolo Cognetti qui a écrit un roman, son premier roman s'appelait Le Garçon sauvage, et Don Ivano a publié L'alphabet d'un prêtre sauvage. Donc on a l'impression, on a vraiment le bonheur de rencontrer des Valdôtains qui sont talentueux, qui sont joyeux, qui sont conviviaux, et puis finalement ils sont aussi sauvages. Quand j'ai présenté ce livre dans le temple vaudois d'Oste, le pasteur a traduit en italien Sarvaggio en disant indomptable. C'est pas si simple. Faut-il mieux être indomptable qu'un soumis? Ça, c'est une question auquel on pourrait répondre un spécialiste du patrimoine, là, Fabrice Gabriel, qui est le directeur général de la FACIM, qui est également chroniqueur littéraire au Monde, et qui nous a rejoint un peu tard parce que je crois qu'il a eu un problème de voiture sur l'autoroute. Et il est important d'avoir son avis sur la conservation du patrimoine de Savoie, ce qui est vraiment l'essence même des travaux de la fondation qu'il dirige. Merci Michel. Bonjour, veuillez m'excuser, effectivement, j'arrive un peu après la bataille, mais je pense que voilà, ma voix n'a pas dû vous manquer au regard des choses passionnantes qui ont été dites, je le sais. Moi, je vais être beaucoup plus modeste que les intervenants, qu'il n'est pas exagéré de qualifier d'assez illustres qui sont à cette table par leur expérience et par leurs écrits. Je suis effectivement directeur d'une fondation qui s'appelle la FACIM, ce qui est un acronyme qui peut sembler un peu disgracieux, mais qui signifie la Fondation pour l'Action Culturelle Internationale en Montagne. Et cette fondation, elle existe depuis plus de 50 ans maintenant. Elle a été imaginée, je ne vais pas vous raconter son histoire, même si elle a, par certains côtés,
une allure un peu romanesque. Elle a été en tout cas imaginée, cette fondation est voulue par quelqu'un qui s'appelait Gilles de la Roque, qui était à la fois diplomate, journaliste et surtout amoureux de la montagne et pratiquant lui-même de la montagne. Et au début des années 70, il a donc imaginé de créer une fondation dont le siège, le centre était à Courchevel, dans un lieu qui a été créé de toutes pièces pour l'occasion, avec un auditorium qui existe toujours et qui est de grande qualité, même si aujourd'hui il a pris un peu d'âge et un côté, on dit vintage, dans les couleurs orangées de ces années-là. Mais c'est un auditorium qui est toujours, mais qui a été à l'origine destiné à des productions musicales, à des concerts. Et l'idée de Gilles de la Roque, à travers la Fondation, ça a été dans un contexte géopolitique, historique assez particulier, qui était celui de la guerre froide, d'essayer, comme un vœu un peu idéal, mais idéal comme peut l'être le vœu de quelqu'un qui aime la montagne, d'œuvrer à la paix, d'essayer de faire en sorte que cette guerre froide qui opposait les blocs, on disait de l'Est et de l'Ouest, puisse trouver des résolutions diplomatiques à travers la culture. Et donc il a imaginé, parce qu'il avait son expérience, des contacts, un réseau, comme on dirait aujourd'hui, extrêmement important, en particulier dans le monde de la culture et dans le monde de la musique. Donc il a imaginé des concerts de prestige international, qui étaient l'occasion d'inviter des musiciens et des chefs prestigieux de l'Est et de l'Ouest, et de profiter de ces moments artistiques et culturels pour œuvrer un peu dans les coulisses, disons, de la manifestation artistique, pour essayer de faire avancer les choses sur le terrain diplomatique et d'ainsi œuvrer pour la paix. Ça a connu un certain succès. Ce n'est pas ce qui a permis la paix dans le monde, on le voit bien aujourd'hui, mais je pense qu'il est intéressant de rappeler cet idéal parce qu'il associe les valeurs qui, je pense, font que vous êtes là aujourd'hui, dans ce salon des livres de montagne, qui sont les valeurs de la montagne, à un double idéal de culture et de paix, l'un allant avec l'autre. Et la fondation, cette fondation Fassim, donc, depuis cette origine, depuis cet idéal premier, elle a beaucoup évolué. Elle s'est développée en poursuivant la tradition des manifestations artistiques ou culturelles, en les développant du côté de la littérature, du côté des arts vivants, du côté des expositions, en sortant aussi du seul cadre de cet auditorium d'origine à Courchevel. Mais elle l'a développée aussi par une activité qui n'était pas présente dans la vocation première de la Fondation, qui est celle de la valorisation du et des patrimoines de montagne. J'aime bien utiliser ce pluriel des patrimoines parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la Fondation, qui emploie une quinzaine de personnes, plus une quarantaine de contractuels, qui sont souvent des guides de montagne, des guides conférenciers, notre fondation, disons, elle essaye de faire vivre au présent ces patrimoines de montagne qui peuvent être évidemment le patrimoine naturel, en essayant de le faire découvrir aux visiteurs, aux gens qui viennent en Savoie et aussi en Haute-Savoie de façon occasionnelle, mais aussi de faire redécouvrir ce patrimoine aux habitants eux-mêmes, qui ne connaissent pas toujours aussi bien qu'ils le pensent et qui n'ont simplement pas le temps ou toujours l'attention de s'attacher aux richesses qui sont immédiatement autour d'eux. Donc nous essayons de valoriser ce patrimoine naturel en faisant en sorte qu'il soit le plus présent possible. Vraiment l'espèce ça apparaît un peu comme un élément de langage peut-être un peu facile,
mais un peu la devise de la Fondation, c'est de rendre contemporain le patrimoine, de le faire découvrir avec des moyens, des techniques, des propositions qui soient les plus vivantes et, on peut dire, les moins ringardes possibles, pour faire en sorte que tous les publics, les plus âgés aux plus jeunes, les scolaires également, les groupes, les individuels, connaissent, apprennent à mieux connaître ce qui les entoure et ce qui fait cette richesse de la montagne. Et quand je dis patrimoine, et puis je m'arrêterai là-dessus, parce que vous avez déjà beaucoup parlé, je ne veux pas retenir tout le monde, quand je dis les patrimoines au pluriel, les patrimoines de la montagne, ce sont, je l'ai dit évidemment, d'abord le patrimoine naturel, le plus évident, le plus beau, celui qu'on parcourt, qu'on affronte, qui est aussi un révélateur de ce qu'il aime, mais c'est aussi le patrimoine artistique, les chapelles baroques par exemple, le patrimoine bâti, c'est pourquoi pas ce qui est demeuré d'un certain patrimoine industriel lorsqu'il a essayé de s'installer dans la montagne, c'est évidemment le patrimoine humain aussi, avec la découverte des alpages, de ceux qui le font, ceux qui les font. C'est tout un ensemble, c'est un peu je dirais, un art de vivre au quotidien la montagne, que l'on essaie de faire mieux connaître, redécouvrir et rendre plus vivant que jamais. Voilà. C'est un peu ça, et je terminerai juste en disant que la FACIM, le I de la FACIM, je sais que ça fait toujours un peu société d'assurance, la FACIM, mais c'est comme ça, on a hérité de ce nom. Le I de la FACIM, c'est le I d'international, l'action culturelle internationale, et c'est peut-être aussi, possiblement, le I de l'Italie, parce que justement, notre vocation, moi je ne suis pas depuis très longtemps directeur de la Fondation, c'est de faire en sorte que ça soit une fondation ouverte, qui n'est pas repliée sur une identité simplement savoyarde ou des deux Savoies, mais qui est une identité ouverte aux cultures voisines de la montagne, qui sont des cultures cousines, qui sont des cultures amies, et qui sont des cultures partagées. Voilà. Et donc je suis particulièrement heureux, même si je suis en retard, d'être là ce matin, et j'en remercie particulièrement Michel Morisseau. Merci. Merci. En tout cas, c'est un très bel exemple de collaboration et de coopération transfrontalière pour préserver notre patrimoine commun. Il nous reste 3 minutes avant de nous envoler vers l'Afghanistan, donc je vais juste vous demander, en guise de remerciement, d'adresser un message d'espoir sur la façon dont vous voyez la valorisation et la préservation du patrimoine. Jean-René. Image. Je vous parlais tout à l'heure de la bibliophilie, je vous parlais des vieux papiers, ne pas oublier que ce qu'il y a dans vos greniers, dans vos caves et dans vos archives personnelles, photographiques ou autres, ce sont des petits trésors qu'il faut préserver, pour lesquels il faut faire des recherches, vous faire aider pour ça, et surtout, moi ce qui me fait le plus mal, c'est quand je découvre à la déchetterie des choses merveilleuses. Voilà, c'est ça, quelque part. Et c'est pas la valorisation marchande qui compte, que la valorisation culturelle, intellectuelle et du savoir et de préservation de tout ça. Et puis il y a des choses qui sont plus immatérielles. On parlait de parler avec nos anciens. Je vous parlais tout à l'heure de mon arrière-grand-mère. Elle m'a préparé à ce genre de choses. Puis il y a aussi des gens, on parlait de Raymond Joffre tout à l'heure. Moi j'ai eu des mentors dans ma culture alpine. Ça a été des guides, ça a été des confrères. Moi, j'ai fait du secours en montagne pendant 40 ans. Tout ça, c'est le patrimoine immatériel ou matériel de la montagne. Et la montagne est un exemple particulièrement fragile qui est soumis au processus de réchauffement climatique. Et si on peut le garder le plus longtemps en état, je pense que c'est très très important. Voilà ma vision. Merci. Bernard, faut-il préserver l'alpinisme? Est-ce que ça fait partie du patrimoine? Oui, je pense qu'il y a un patrimoine dont on n'a pas beaucoup parlé là, qui est le patrimoine de toutes les techniques
que les Savoyards et les Hauts-Savoyards, mais aussi les gens du Dauphiné, ont peu à peu développé et apprises au cours des siècles, tout simplement pour escalader leur montagne. Je voudrais juste rappeler qu'à l'époque, qui c'est qui allait ramoner les cheminées à Paris ou ailleurs, c'était les petits Savoyards. Tout simplement parce que pour ramoner les cheminées, il fallait grimper dans la cheminée, et c'est une technique qu'on apprend ici dans les aiguilles de Chamonix, où il y a beaucoup de passages en cheminée, justement. Et il se trouve qu'après, donc, ça s'est développé. Et s'il y a quelque chose qui aujourd'hui fait partie pour moi du patrimoine de la Haute-Savoie, c'est la compagnie des guides de Chamonix. C'est vraiment un exemple du grand patrimoine de tout. Et derrière tout ça, le métier de guide, l'accompagnement en haute montagne, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé ici, là, en Haute-Savoie. Quant au petit ramoneur, il ne fallait pas qu'il tombe sur Les Misérables, à moins que ce soit dans un livre que l'on trouve dans la librairie de Raymond Joffre. Hervé. En ce qui concerne la transmission et la préservation du patrimoine, oui, je crois que le livre est essentiel. Mallarmé, que je vais citer très positivement, disait « Le monde entier est destiné à aboutir à un bon livre ». S'il y a des spécialistes de Mallarmé qui me corrigent dans la salle. Mais effectivement, Francis Vey et Théry ont voulu épuiser totalement le sujet de la Haute-Savoie dans leur livre, mettre toute la Haute-Savoie, ils n'y ont sûrement que partiellement réussi. Mais le chemin inverse est possible, c'est-à-dire que depuis 3 ou 4 ans que je travaille sur ce livre, après l'avoir lu plusieurs fois, scruté ses gravures, j'ai découvert plein de choses que je n'avais pas vues lors des 50 années où je me suis promené en Haute-Savoie. Le livre est aussi un moyen de découvrir des choses qu'on ne voit peut-être pas naturellement. Je vous citais l'exemple du bénitier d'Aucluse, il y en a plein d'autres dans ce livre, qui est une invitation à découvrir le patrimoine sous toutes ses coutures. Merci, Fabrice. Oui, moi j'ai envie alors comme signe d'optimisme, de signaler simplement le succès que peuvent rencontrer auprès de publics assez divers les initiatives de notre fondation, qui montrent qu'il y a j'ai presque envie de dire une actualité du patrimoine et un goût du patrimoine qui ne se dément pas. Et peut-être mentionner un aspect du patrimoine qui peut sembler évident, qui est le patrimoine culinaire, sur lequel la Fondation a lancé un cycle thématique qui s'appelle Les paysages du goût. Et dans ce cadre, nous travaillons à un livre qui est issu un peu du travail du chef René Meyer, qui a le restaurant La Truite en Savoie, et qui a créé un conservatoire des recettes de montagne d'antan, qui est une structure un peu informelle, mais il a pris l'initiative de collecter de façon très empirique des recettes de grands-parents, d'amis, de gens les plus divers. Et le résultat de cette collecte, qui n'est évidemment jamais achevée, c'est une espèce de grimoire, on peut dire, qui ressemble au classeur de recettes que vous avez certainement aussi, parce qu'il y a des photocopies, il y a des choses écrites à la main, il y a des choses qui viennent de grand-mère, d'aïeux, etc. Et la Fondation s'est proposée, pas seule, mais de mettre en ordre d'une certaine façon ces recettes pour publier un livre qui est prévu l'année prochaine, qui présentera donc à la fois une histoire patrimoniale des recettes de montagne à travers le prisme des deux Savoies, mais pas seulement, et puis aussi d'illustrations pour pouvoir effectuer ces recettes, ce qui est aussi une façon de rendre le patrimoine présent. Nous avons eu hier soir une excellente dégustation de l'excellence gastronomique valdôtaine. Ça nous a laissé de bons souvenirs sur nos papiers. Denis Vanneau, un message d'espoir pour la préservation du patrimoine.
Qu'est-ce que vous recommandez? Beaucoup de prières, j'imagine. Eh bien, le message d'espoir, c'est continuer à rester à notre tâche. Et si dans le patrimoine immatériel, Bernard nous l'a dit, les gens de nos montagnes avaient envie de regarder leur ville, leur village à partir d'en haut, non? Et aussi pour voir de l'autre côté, qu'est-ce qui se passait de l'autre côté. Eh bien, maintenant, nous devons continuer à maintenir, disons, cette passion pour les autres, pour l'autre côté des montagnes, là où il y a des gens qui habitent et qui ont une culture qui peut être la même que la nôtre, ou bien différente, mais pour se croiser, pour entretenir des relations, et finalement pour continuer à grimper dans les montagnes de la vie, de la culture, même de la foi. Merci. La diffusion d'une culture transfrontalière et la transmission du patrimoine que sont des vecteurs d'idéal de paix par un respect du passé et une meilleure compréhension de l'autre. Donc c'est vraiment une façon pour nous de préparer l'avenir. Donc merci à nos invités, Jean-René, Bernard, Hervé, Fabrice et puis Ivano. Et vraiment merci de votre présence parmi nous. Et rendez-vous tout à l'heure pour une excellente présentation sur l'Afghanistan.